Bonjour tout le monde, merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Vous êtes à Leadership en tout genre et notre mission ici, c'est de stimuler la culture organisationnelle de votre entreprise et ce que je souhaite de tout cœur, c'est que ce contenu puisse générer un climat de travail qui est stimulant. Alors, et oui, on poursuit cette série qui répond à la question suivante. Si l'on croit en l'égalité, si on croit que tout le monde est égaux, est-ce qu'on doit traiter tout le monde de la même manière? On est à la partie 4. La semaine dernière, on a vu que c'est important de prendre conscience que, vous savez, dans une organisation, on veut que les femmes obtiennent souvent les mêmes résultats, mais le problème, c'est qu'on désire qu'ils empruntent un chemin qui ressemble à celui des hommes. Alors, c'est pour ça que je veux répondre à cette question-là. Oui, on est égaux en dignité, on est égaux en matière de respect, mais il y a une façon de faire que les femmes vont utiliser, une façon de faire qu'elles vont opter, oui, et les hommes vont opter pour une façon de faire différente. Évidemment, on ne peut pas mettre tous les hommes et toutes les femmes dans un même panier. Ici, ce que je vous propose, c'est ce que la science, particulièrement ce que la biologie a pu observer. Donc, le fait que la constitution masculine et la constitution féminine s'opèrent de manière différente à cause du cerveau, du système hormonal, ça produit des comportements que la science a pu observer. Et moi, je vous en fais part. Alors, on parle de généralité, on ne parle pas de phénomènes qui s'expriment en totalité. Donc, cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, les dirigeants qui s'appuient sur l'intelligence genrée. L'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes, que ce soit sur le plan comportemental ou soit sur le plan biologique. Donc, les dirigeants, les leaders qui s'appuient sur l'intelligence genrée ont le pouvoir de faire progresser les organisations sur un continuum. Lequel, eh bien, par exemple, de l'angle mort à la prise de conscience, puis de la prise de conscience à la mise en pratique. C'est ça que ça génère, l'intelligence genrée, lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on se rend compte de ces distinctions-là. Et ça exige du leader, évidemment, qui soit honnête, qui soit transparent, qui soit intègre particulièrement envers lui-même et qu'il pratique surtout l'autoréflexion. Et ça, c'est un phénomène qui est très important dans le leadership, de pratiquer l'autoréflexion. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai consulté les bonnes personnes? Est-ce que j'ai laissé de l'espace aux autres? On ne peut pas progresser si on ne s'évalue pas. De la même manière que votre entreprise ne pourra jamais progresser si vous n'évaluez pas ses résultats. Ce que ça va faire, c'est le statu quo. Et le statu quo, à un moment donné, ça démotive. Et la démotivation, eh bien, ça amène une perte de productivité, une perte de rentabilité, une perte de profitabilité. Donc, l'intelligence genrée qui nous amène sur ce continuum de l'angle mort à la prise de conscience, à la mise en pratique, exige du leader qu'il soit honnête, transparent et qu'il pratique l'autoréflexion. C'est ça qui va lui permettre d'opter pour des changements de manière à aligner ses comportements à ses intentions. Et c'est ça le défi. Et c'est ça la définition d'un homme intègre. Dans l'Antiquité, les Hébreux exprimaient ce mot, intégrité, être intègre. Ça voulait dire être un, qu'il y ait une unité entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Et ça, c'est l'intégrité. Alors, si on est intègre avec nos principes, si on est intègre avec nos valeurs, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on arrive dans une circonstance, on applique ce que la valeur nous éclaire, cette valeur qui nous est chère. Alors, le leader est appelé à adopter un comportement qui soit plus expansif et inclusif. Donc, d'élargir sa vision en incluant la diversité.
La diversité qui s'exerce justement au travers les caractéristiques de l'intelligence genrée. C'est pour ça qu'un dirigeant qui fait preuve d'une véritable intelligence genrée va considérer 6 éléments importants. Et je vous les donne assez rapidement, parce que je sais que le temps file. Et donc, le premier, c'est qu'est-ce qui distingue les hommes et les femmes dans votre organisation? OK? Et lorsque vous avez observé ce qui distingue les hommes et les femmes dans votre organisation, est-ce que vous en faites une priorité absolue de tenir compte de ces éléments-là? Donc, le premier point, c'est de tenir compte des éléments qui distinguent les hommes et les femmes dans votre organisation. C'est pour ça, ici, je vous donne des points de repère pour que vous puissiez apprendre à jongler, apprendre justement à repérer, répertorier, à capter les nuances et savoir de plus en plus comment les appliquer à votre réalité. Alors, ce que ça produit, ça, quand on distingue les différences entre les hommes et les femmes et qu'on en fait une priorité de pouvoir les amalgamer, de pouvoir les amener à cohabiter, parce que ce sont deux réalités qu'on ne veut pas traiter en silo, mais qu'on veut voir cohabiter, bien, ça fait en sorte que si on est un dirigeant ou une dirigeante qui est caractérisé par une énergie masculine ou féminine, bien, on ne se sentira pas menacé ou continuellement remis en question parce que ce n'est pas notre approche ou ce n'est pas l'approche qu'on privilégie. Hein? On a tous des préférences. Maintenant, il y a des bonnes idées qui, parfois, moi, m'agressent. Des bonnes idées, moi, qui me déstabilisent parce que j'y avais pas pensé. Tu sais, quand on lève la main et dit « Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? » Oh, là, ça m'énerve parce que je me dis « Ah, j'ai l'impression que j'ai pas assez réfléchi. » Mais non, c'est pas ça le point. C'est ça le travail d'équipe. Je peux pas penser à tout. Je peux pas tout voir. Le travail d'équipe, c'est justement, c'est que si j'en ai échappé une, il y a quelqu'un qui va la ramasser. Maintenant, je ne fais pas exprès pour toutes les échapper pour que tout le monde les ramasse. Parce qu'à un moment donné, tout le monde va dire, ben, il n'est pas capable de rien tenir dans ses mains, on va s'en occuper nous-mêmes, on n'a pas besoin de lui. L'idée, c'est justement, c'est ça le travail d'équipe, c'est d'avancer tout en étant à l'écoute. Et l'écoute, ça devient important. Donc, un dirigeant qui fait preuve d'une véritable intelligence genrée va considérer premièrement ce qui distingue les hommes et les femmes dans son organisation et va en faire une priorité absolue. Donc, il ne verra pas les suggestions ou les approches différentes comme une menace. Il va chercher à savoir comment intégrer, toujours dans la mesure si ça contribue évidemment à votre productivité, à votre rentabilité et à votre profitabilité, dans une atmosphère conviviale, évidemment. C'est pour ça que un leader va avoir comme valeur l'écoute. Et plus il va être à l'écoute, moins il va voir les sons discordants comme étant des menaces à son leadership. Deuxièmement, un leader qui justement intègre l'intelligence genrée va considérer un autre élément important, c'est encourager activement les collaborations puis les différents points de vue lors des réunions. Hein? Un leader ne doit pas rechercher le consensus, mais la collaboration. Okay? Parce que si on collabore ensemble dans nos différences, s'il y a un esprit de collaboration, si je suis prêt à laisser tomber ce que j'ai à faire pour aider l'autre parce que c'est toute l'organisation qui va en bénéficier, mais ça, c'est ça qui est gagnant. Parce que des fois, on peut avoir trouvé un consensus, mais personne ne trouve son compte. Et c'est ça qui est le défi. Dans une organisation, c'est d'avoir un autre concept. C'est je veux collaborer, je veux contribuer, je veux faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Et c'est pour ça qu'un leader qui est stimulant, qui est inspirant, va inculquer une culture de collaboration qui va mettre l'accent pas sur la concurrence hein, entre les employés, entre les départements, entre les genres, mais sur la propension à partager, à recueillir, puis à prendre des mesures en fonction des contributions des autres. Hein, le leader apprend à connaître ses joueurs clés, connaître les limites de ses joueurs clés
et ne se sert pas des limites de ses joueurs clés pour disqualifier ces joueurs clés-là qui ont des limites, mais au contraire, pour qu'ils soient qualifiés, pour qu'ils soient à leur meilleur, pour qu'ils produisent justement plus d'élan, plus d'enthousiasme. Alors, un leader inclusif, évidemment, ne sera pas du style à prendre des décisions seul sans consulter. Alors moi, quand j'ai commencé mes premières armes, j'ai fait mes premières armes en termes de leadership, j'avais le concept que quand tu es le leader, tu es le chef, tu prends toutes les décisions, puis les gens doivent te suivre puis t'obéir. J'ai appris avec le temps que ça peut fonctionner dans certains contextes, mais c'est pas très stimulant à moyen puis à long terme. Parce que ce qu'on reçoit, oui, c'est peut-être des résultats, mais ça ne crée pas une dynamique qui est enthousiasmante. Et ça ne fait pas en sorte que les gens veulent aller à la guerre pour toi ou pour ton organisation. Alors ça, c'est ce que j'ai remarqué là, dans mes 40 dernières années là, en termes de leadership. Donc, un leader recherche d'abord à consulter l'équipe, puis ensuite à prendre des décisions, une décision finale. Mais il y en a qui vont être plus audacieux que ça. Il y en a qui vont même remettre à l'équipe de prendre la décision finale. OK? Parce que tu as des leaders qui prennent la décision, ne consultent pas, ou des leaders qui vont avoir pris une décision, mais va juste lancer le ballon en disant « Qu'est-ce que vous pensez si on fait ça? » Mais sa décision est déjà prise, puis il va revenir à sa décision initiale. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus ouverts et recherchent la collaboration. C'est que ils vont dire, voici le problème, qu'est-ce que vous pensez? Et il va dire, ah, même si ce n'était pas ma décision initiale, je vais aller dans le sens de l'équipe parce que je trouve que c'est meilleur. Ça va plus loin, puis ça va mieux répondre aux défis qui sont devant nous. Puis il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Et ça demande vraiment de l'assurance, puis ça demande vraiment de la confiance envers ceux qui sont autour de nous, puis une confiance basée sur justement une confiance éprouvée, là, pas une confiance aveugle. Et là, il va remettre à l'équipe de prendre la décision finale en disant, il y a un problème, qu'est-ce que vous décidez? Bah, toi, qu'est-ce que tu en penses, boss? Moi, je suis là pour que vous donniez le meilleur de vous-même pour que l'organisation puisse marquer des points. Donc, oui, ça peut se faire dans certains contextes. Je ne vous dis pas qu'on doit toujours aller dans ce point-là. Et ça, c'est quelque chose qui se maîtrise. Et même dans certains contextes, ça peut insécuriser des gens. Il y a tout un coaching au travers de ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, le leader inclusif met en valeur l'ouverture d'esprit puis valorise l'expression des points de vue et même des points de vue différents. Ça ne doit pas être une menace. Pourquoi? Parce que la sagesse est dans la multitude des conseillers. On cherche à avoir une vue d'ensemble. On cherche à pas, comment dirais-je, se fermer les yeux à un angle mort qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça qui est dangereux, ça. Troisièmement, il n'agit pas sur la base d'hypothèses, mais il va les tester. Même s'il y a une compréhension des principes biologiques qui sont reliés à l'intelligence genrée, parce que l'intelligence genrée repose sur des principes biologiques, il va traiter chaque personne et chaque situation comme étant unique en soi. C'est pour ça que je vous dis que l'intelligence genrée, ce sont des repères. Hein? Ce sont des repères pour faire sonner des cloches, pour dire « Oh, OK, là, je m'en viens sur un territoire qui n'est pas nécessairement le mien. » Et ça nous aide à mieux comprendre la réaction et de ne pas le prendre personnel, comme une attaque personnelle. C'est pour ça qu'il va rester ouvert à l'exploration et la considération. Et ça va l'amener à être conscient, dans un quatrième point, à être conscient de son impact sur les autres. Et ça, c'est quelque chose que ça m'a pris du temps à comprendre. Parce que ceux qui ont développé leur capacité de réflexion puis d'autocorrection vont avoir un impact supérieur. Parce que tout ce qu'on évalue, comme le dit Rich Bernstein, tout ce qu'on évalue progresse. Et c'est pour ça que les bons leaders se posent continuellement des questions. Comment, par exemple, mon comportement va affecter les gens
du bureau, les gens qui sont autour de la table, l'ensemble du personnel, même les clients. Euh, il va se poser des questions dans un contexte qui touche toute forme de différence, qu'il s'agisse du genre, de la culture, de la personnalité, de l'attitude ou de la maturité générationnelle. Il va se poser la question, de dire, ouais, OK, si je propose telle idée, quel segment va être plus rébarbatif? Qui vont être les opposants? Qui vont être les alliés, par exemple? Alors, parce que son but, c'est de rallier en faisant sortir le meilleur de chacun en inspirant. Et cinquièmement, il va comprendre comment tirer parti des atouts de l'intelligence genrée, de ce qui distingue les hommes et des femmes dans son organisation. Parce qu'il est conscient des différences entre les genres, des différences biologiques, de la constitution biologique, puis des effets que ça produit sur le comportement. Mais il ne crée pas de silo masculin et féminin. Il tente de combiner les forces de chacun, d'apprécier la valeur ajoutée que chacun apporte autour de la table. Et c'est ça le défi de la collaboration dans un contexte mixte. Puis c'est pour ça qu'il va dynamiser les interactions, puis il va élargir le champ de solutions potentielles. Il va faire émerger des prises de décision créatives. Pourquoi? Parce que justement, il est à l'écoute, puis il veut faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Et c'est pour ça que quand on a, par exemple, des gens qui sont caractérisés par une prise de décision qui est basée sur on va réduire l'entonnoir pour trouver le nœud et agir, et qu'on en a d'autres qui disent non, on va tout évaluer, chaque option pour voir quelle est la meilleure, bien c'est là que, oui, ça prend un peu plus de temps, mais on minimise les risques et on maximise justement la rentabilité de l'organisation. Et c'est pour ça qu'en dernier point, il va promouvoir la présence des hommes et des femmes dans toutes les situations. Il ne cherche pas une parité, mais il cherche au travers cette pluralité une divergence de perspective pour pouvoir avoir plusieurs angles et pour réduire son champ d'angle mort. Alors, j'espère que ces notions-là vous aident dans votre réflexion, vous sensibilisent à voir que un apport différent, ce n'est pas une menace. Et à chaque fois qu'on voit l'apport différent comme une voie de sagesse qui nous aide à progresser, eh bien, c'est là que notre leadership fleurit et c'est là qu'on voit notre équipe être stimulée à s'investir davantage. Je vois que le temps file. Eh bien, je vous dis merci d'avoir été là. Et si vous voulez savoir si votre organisation est davantage caractérisée par une culture masculine, une culture féminine ou même une culture mixte, vous avez simplement à m'écrire. Je vous envoie les coordonnées pour obtenir un questionnaire qui peut prendre une trentaine de minutes à répondre et ça va vous donner, les résultats vont vous éclairer sur la culture de votre organisation. Et à ce moment-là, vous pouvez me consulter et je pourrais vous donner des pistes pour pouvoir justement enrichir la collaboration. C'est un service qui est tout à fait gratuit. Vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.